Je pensais que ça s'arrêterait jamais. Je pensais que j'étais partie pour une carrière qui allait côté. Ah ouais, moi je me prenais vraiment pour la reine d'Angleterre. Elle a fait un tube qui lui colle toujours à la peau. Pour un grand nombre, Caroline Loeb est indissociable de Céla Watt. Et déjà, en 2008, elle se rebiffait contre ce raccourci non sans humour. De toutes les matières, c'est la Watt qu'elle préfère. Rencontre avec une artiste aux multiples casquettes. Bonjour, Caroline Loeb. Bonjour Mireille. Je suis contente de vous revoir. Est-ce que bientôt, 40 ans après, votre nom reste accolé à ce succès comme, je dirais, un scotch? Comment vous dire? Bah oui, c'est un truc de dingue. C'est comme les animaux qu'on marque comme ça au fer rouge. Voilà, j'ai l'impression que c'est marqué au fer rouge. Quand je me balade dans la rue, j'entends les gens, même sans me regarder, ah, c'est la Watt. Voilà, c'est comme si c'était devenu mon nom. Ah oui, c'est quand même particulier, oui, c'est quand même assez particulier. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on me reconnaît toujours, donc ça veut dire que je suis pas encore trop tapée. Bon, je vous rassure, vous êtes magnifique. Je vais finir par espérer de ne plus ressembler à rien pour que les gens me reconnaissent pas. Non, enfin voilà, oui, c'est spécial, c'est une expérience assez spéciale. Après un tube comme ça, oui, c'était vraiment un tsunami. Moi, après, j'ai mis quelques années. Pas beaucoup, mais quelques années quand même à retrouver le sol. Vous parliez d'une notoriété soudaine, ouais. Rapide, vous faisiez la fête, vous étiez embarqué dans un tourbillon et j'ai le sentiment que vous étiez jeune aussi, qu'il y a peut-être un moment où j'avais déjà 30 ans, moi je dis toujours, j'étais déjà vieille, j'étais pas très jeune. Oui, mais est-ce que vous étiez préparé à ce succès, à cette notoriété? Je crois que personne n'est jamais préparé à cette notoriété. Vous ne croyez pas qu'avec le temps, non. Non, je suis sûre que non. Je connais des gens qui ont eu un énorme succès à plus de 70 ans. Et c'est toujours un choc. Et c'est toujours un tsunami. Et c'est toujours une essoreuse. Et personne n'est préparé à ça. Vous disiez, je suis passée de la Watt cotonneuse à la merde compacte. Oui, ça c'était pour une interview, pour un canard qui s'appelle Interview. Donc, ils avaient choisi une phrase bien choc. Non, moi, finalement, la phrase qui me fait le plus rire, enfin, bon, c'est une espèce de vieux sketch que je trimballe depuis plus de 30 ans, c'est « À l'époque, j'étais devenue un trou avec du vinyle autour. Le soir, je cherchais ma pochette pour aller me coucher. » Donc, voilà, comme ça, hop, c'est fait. C'est fait, oui. Ah. Non, mais voilà, c'est une expérience quand même compliquée, violente par moments. Surtout quand on est artiste et qu'on a plein d'autres choses qu'on a envie de faire et qu'on fait. Et c'est vrai que depuis 2008, j'ai quand même fait des choses qui ont pas mal bougé ma place dans le métier. On va en parler. Mais pour rester juste sur cette notoriété soudaine, vous pensez toujours que le succès est une vraie drogue? Oui, bien sûr, le succès est une drogue. Ah oui. Oui. Ah ben, ça laisse des séquelles, hein, quand même, des trucs comme ça. Moi, je me souviens, j'étais abonnée à l'Argus. Bon, c'était le bon temps où on recevait la presse. Maintenant, évidemment, tout ça, c'est sur nos téléphones. Et je recevais, mais tous les jours, des enveloppes comme ça, il y avait des gens qui marquaient avec un feutre tous les articles. Et je recevais des articles sur soit des endroits où j'étais censée être, où j'avais jamais été. Enfin, bon, donc, il y avait beaucoup de médias. Et ça, c'est quelque chose dont on a du mal qu'on a du mal à oublier, en fait. C'est vrai que maintenant, quand je fais mes spectacles ou plein d'autres choses... Oui, plus intimistes, on va en parler. Voilà, du théâtre, j'ai vraiment une très belle presse, j'ai des choses très bien, mais rien n'arrivera jamais à la cheville de ce que j'ai connu en 86, 87, 88, c'est clair. Rien ne sera jamais à ce niveau-là. Surtout que... Dans les années 80, il y a très peu de chaînes de télé. Voilà, donc on peut être à la télé le même soir sur toutes les chaînes. On peut être partout, en fait. Alors qu'aujourd'hui, pour être partout, c'est quand même beaucoup plus compliqué parce qu'il y a tous ces médias dans tous les sens. De toutes les matières, c'est la Watt qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la Watt. De toutes les matières, c'est la Watt qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la Watt. C'est vrai que mon rapport à ce tube a eu le temps de beaucoup changer sur presque 40 ans. Oui, voilà. Hein, heureusement. Et finalement, aujourd'hui, je me dis que ça m'a aussi donné une putain de niaque. Parce que j'ai dû me battre contre cette chanson. J'ai dû essayer de mettre des choses pour
pas la faire oublier, parce que ça, j'y arriverai jamais, mais mettre quelque chose en face. Et finalement, je crois que ça m'a donné la niaque, ouais, j'ai pas d'autres mots, pour faire des spectacles, pour aller dans les choses qui m'intéressaient le plus, des George Sand, Sagan, enfin voilà, des personnages de femmes différentes et particulières. Et finalement, ça a été un moteur aussi. Et j'aurais pas dit ça il y a peu de temps. Je crois que je viens de me rendre compte que ça a été un moteur. Tous les gens que je vois qui sont dans le succès, ils disent tous « Non, j'ai pas la grosse tête ». Et ça m'intéresserait de voir des interviews d'eux dans 10 ans, dans 5 ans. Est-ce qu'ils diraient la même chose? Je pense que quand on est dedans, on pense qu'on n'a pas la grosse tête, mais je pense qu'on s'en rend pas bien compte. Il faut vraiment descendre de ce piédestal pour se rendre compte vraiment de ce qu'on a vécu. Oui, parce que vous dites même on est dans l'œil du cyclone quand on est en pleine gloire. Oui. Oui, c'est un peu comme la maison dans Le Magicien d'Oz. On se retrouve comme ça dans un tourbillon et c'est vraiment en redescendant, en s'écrasant au sol qu'on retrouve ses vraies racines et sa vraie passion. Et cette courte période de chanson m'a plutôt éloignée de ce que j'étais vraiment et de ce que j'aimais vraiment, paradoxalement. Vous étiez plus en colère en 2008 encore. J'étais en colère, j'en avais marre, quoi. Ouais. J'en avais marre, j'en pouvais plus. J'avais l'impression que quoi que je fasse, on allait toujours me ramener à ça, que j'allais jamais réussir à survivre à ce tube, parce qu'il fallait survivre comme artiste, comme artiste. Bien sûr. Moi, ma chance, et vraiment ce qui m'a sauvé la vie, c'est qu'avant de faire ce tube, j'avais 10 ans de théâtre, de cinéma, de stylisme photo, beaucoup de lecture, beaucoup de très cinéphiles. Enfin bon, j'avais toute une espèce de bagage comme ça, de choses. Dans l'univers de Mondino. Oui, Mondino, entre autres, plein de choses qui me nourrissaient, qui me fascinaient, que j'avais envie de faire. Ce qui fait que après le tube, je suis retournée sur vraiment les raisons pour lesquelles je faisais ce métier, mon amour du théâtre, de la musique, de l'opéra, de la chanson, etc. D'abord, on met du temps à comprendre que la machine est enrayée et qu'on ne va pas retrouver une maison disque et qu'on ne va pas faire un 2e, 3e, 4e, 5e tube. Voilà, que ça ne va pas être si simple. Mais ça aussi, je pense que c'est une chance parce que du coup, j'ai exploré des choses beaucoup plus, peut-être un peu plus compliquées, plus personnelles. Donc, j'adore le théâtre. J'adore le théâtre. J'adore la chanson aussi. J'aurais adoré faire plein de tubes, parce que. J'imagine. Oui, mais je pense que je serais plus con aujourd'hui. Non, c'est vrai. C'est sympa pour ceux qui font des tubes. Eh ben voilà. Non, parce que être tout le temps comme ça, dans le succès, dans le public qui vous adore, dans les médias qui vous adorent, dans tout ça, c'est pas génial quand même pour réfléchir. Pour se vraiment poser des questions sur pourquoi on est là. Et puis c'est un rapport au monde qui est pas génial non plus, parce que le succès, ça fait rêver tout le monde, mais c'est hyper violent dans le rapport avec les autres, que ça soit ses amis, ses petits copains, la famille, ça casse tout quand même. C'est quelque chose qui détruit, le succès. Je pense que c'est pas du tout quelque chose qui construit, c'est quelque chose qui détruit le rapport au réel, le rapport à l'argent, le rapport aux autres. Dans la famille, ça peut être absolument dévastateur, parce que c'est une espèce de loupe grossissante sur tous les dysfonctionnements familiaux. Et comme à ma connaissance, il n'y a pas de famille qui ne soit pas dysfonctionnelle, ça peut être vraiment explosif, de jalousie, de rancœur, etc. J'en passe. Je pense que de redescendre sur Terre, comme ce qui m'est arrivé après la Watt, après j'étais obligée de reconstruire beaucoup de choses, ça permet de s'ancrer à nouveau dans le réel, dans la vie. Dans le fond, vous êtes mieux dans votre peau aujourd'hui, Caroline. Je suis 1000 fois mieux aujourd'hui qu'à l'époque, ça c'est sûr. C'est pas difficile en même temps. On fonce tête baissée, et puis on continue à dépenser ce qu'on gagne plus, et puis on croit que ça va revenir, parce que ça a été tellement fort que forcément ça va revenir. Puis bon, ça revient pas. Et là, on comprend qu'il faut vraiment s'arrêter, réfléchir et travailler. Et vous dites quelque chose d'étonnant, c'est de se retrouver célèbre et pauvre en même temps. Pauvre et célèbre. C'est vrai que quand on est reconnu dans la rue, je crois que l'expérience la plus violente que je raconte, c'est un clochard dans le métro qui me demande 100 balles et je pouvais pas. Je pouvais pas lui filer d'argent parce que c'était tout ce que j'avais. Et il m'a reconnu et il m'a poursuivi en me disant « Salope, t'as tout le pognon que t'as gagné !» Voilà. Ça vous a marqué, ça, Oui, c'est quand même, c'était violent. C'était violent. Donc, heureusement, maintenant, les clodos me reconnaissent pas toujours.
Donc, chanteuse, comédienne, metteuse en scène avec d'ailleurs un Molière. Pour Judith Magre, oui. Vous mettez en scène aussi bien une chanteuse comme Lio que des spectacles sur George Sand, Françoise Sagan, sur Madonna. Oui, j'avais un spectacle qui s'appelait Mistinguett, Madonna et moi, oui. Vous aimez les femmes libres ? Bah, oui, je les aime, elles me nourrissent, elles m'inspirent. Moi, ce que j'aime, de toute façon, les femmes ou les hommes, j'aime bien les gens qui ne sont pas dans du prêt-à-penser, qui s'inventent une façon d'être dans la vie, qui ressemblent à personne d'autre. Moi, j'aime bien les gens singuliers, les gens bizarres, les gens qui, quand ils commencent à parler, me surprennent par ce qu'ils disent. Donc, c'est vrai que les femmes artistes de cet acabit, il y en a plein d'autres. Il y a Joséphine Baker, il y a Dorothy Parker, qui était mon écrivaine préférée quand j'étais jeune, et que j'adore toujours, que je vénère. Donc, Marlène Dietrich, enfin, il y en a plein qui sont des femmes qui étaient en même temps très courageuses, en même temps très gonflées, très brillantes. Chaque fois, c'est comme si on vous ouvrait une fenêtre et vous disiez « Ah ouais, de l'air, on peut être autre chose que ce que les autres vous renvoient ou ce que la société vous demande d'être, ce que les hommes vous demandent d'être, ce que le public aussi vous demande d'être. » Enfin, voilà, essayez de se réinventer le plus possible tout le long de sa vie. Moi, j'aime bien les personnages comme ça qui se réinventent. Dans le spectacle que vous jouez, puisque vous avez repris les interviews de Sagan, vous dites « J'ai mis assez longtemps à comprendre qu'il me fallait un masque, le mettre sur ma figure. J'ai mis le masque de ma légende et elle a cessé de me déranger. J'aimais bien aller vite. J'aimais bien faire la fête. Bien que ça soit un faux semblant, une manière bigarrée de tromper la solitude. » C'est vraiment tromper la solitude, de faire la fête, de s'oublier ? Oui, j'ai vécu ça aussi, une espèce de fuite en avant, la fête, les nuits. Que vous ne faites plus ? Mais comme dit Sagan, je ne renie rien. Non, ben non, on ne peut pas faire les mêmes conneries toute sa vie. Oh bah et puis ça va, j'ai déjà donné. Non, mais 10 ans de boîte de nuit, ça va, c'est bon. Et puis, non, je suis passée à autre chose. Mais je ne renie rien. On s'est bien amusé, je me suis bien amusée. C'était gai, c'était chouette. Puis j'ai rencontré plein de gens aussi. Parce que c'est vrai que ma vie d'actrice a commencé au Club 7, en fait, qui était la première boîte de Fabrice Hébert avant qu'il ouvre le Palace. C'est là que j'ai croisé des gens avec lesquels j'ai travaillé. Enfin, tout se passait dans les boîtes de nuit aussi, il faut dire, dans les années 80. Et peut-être c'est toujours vrai aujourd'hui. Vous croyez ? Je sais pas. Je crois pas, moi. Je sais pas, j'y suis plus. Est-ce que vous diriez qu'il y a une distorsion entre l'image que les gens ont de vous et ce que vous êtes ? Oui. Enfin, vous avez l'impression que tout se recolle ? Non, il y a vraiment parfois un gouffre entre l'image que les gens peuvent avoir de moi et ce que je suis vraiment. Mais c'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'étais très touchée par les interviews de Sagan. Parce que moi, j'avais une image de Sagan comme beaucoup de gens. Je dis toujours que je la connaissais mal comme tout le monde. Je savais qu'elle était beaucoup sortie, qu'elle s'était défoncée, qu'elle avait picolé, qu'elle aimait l'esprit, l'humour, voilà, le casino, le jeu, qu'elle claquait son argent. Voilà, je connaissais tous ces clichés. Et quand je suis tombée sur le texte, j'ai trouvé une philosophe. Et ça m'a bouleversée. Donc, Sagan, pour moi, représente vraiment le gouffre entre le personnage public et ce qu'est vraiment quelqu'un. Et c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu vraiment envie de faire ce spectacle. Et de dire cette parole, parce que je me sens aussi parfois très loin de l'image que je peux avoir. Mais bon, après, c'est même plus tellement mon problème, hein, c'est pas grave. C'est pas grave, non, mais si les gens pensent que La Ouate, c'était une chanson rigolote, très bien. Moi, je sais que c'est pas une chanson rigolote, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça leur fasse plaisir. Amour par terre et somnifère. En d'autres mots, elle se laisse faire. De toutes les matières, c'est La Ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. Alors, une autre phrase magnifique de Sagan, peut-être l'une des plus belles. On ne sait jamais ce que le passé nous réserve. Ça, je trouve cette phrase magnifique.
Oui, parce que cette phrase, elle évoque beaucoup de choses. Tellement, il y en a beaucoup. Très différentes, parce qu'il y a des choses magiques du passé, il y a des cauchemars, il y a effectivement la faculté d'oublier, alors que je ne sais plus qui disait la mémoire, ça sert à oublier. Donc heureusement, parce que si on devait se souvenir de tout, on serait fou. Et donc, justement, quelle enfance vous avez eue? Alors, l'enfance... Vous avez grandi aux États-Unis, je crois, en partie. Oui, j'ai passé vraiment mon enfance aux États-Unis, à New York, de 4 à 10 ans, un des plus beaux immeubles devant Central Park West. Pardon pour mon accent américain, mais bon. Voilà, New York, dans les années 60, c'était l'American Way of Life à son apogée, c'était le Magicien d'Oz tous les Noëls à la télé, c'était les shows, c'était tellement fun, tellement drôle. Les Américains, il y a quand même un truc qu'ils font très bien, c'est l'enfance. Et c'est vrai. On dit c'est des grands enfants, mais c'est vrai quoi. Ils aiment ça. Il y a quelque chose comme ça de toujours très créatif, très imaginatif, très. Vous en parlez encore avec des pépites dans les yeux. Oui, c'est la magie de l'enfance. Oui, non mais c'est la magie de l'enfance en plus américaine. Et chaque fois, je suis émerveillée parce que le Magicien d'Oz, c'est quand même une quête philosophique. C'est le chemin, c'est le Tao. C'est le chemin où, pendant tout le film, ils cherchent ce qu'ils ont depuis le début. C'est quand même pas rien, le Magicien d'Oz. Et hier, j'ai envoyé un reel à ma fille où We're off to see the wizard, follow the yellow brick road. Et chaque fois, ça me donne des frissons rien que d'en parler. Oui, c'est absolument magique. Hein. Elle a quel âge, votre fille, maintenant? Elle va avoir 29 ans. Et quelle mère vous êtes, vous, Caroline? Vous avez été... Ben non, je suis toujours. On est toujours mère. Oui. On est toujours en mère. tout cas, plus jeune. Ben d'abord, je l'ai eu quand j'avais 40 ans, donc j'étais pas si jeune. J'avais eu le temps de faire bien toutes les conneries que je pouvais faire avant. Bon, là, ça a été un miracle quand même, l'arrivée de ma fille. Quelle mère je suis? Alors évidemment, elle m'en veut beaucoup. Il y a une histoire qui est sûrement pas vraie, mais que je trouve vraiment rigolote. C'est une mère qui aurait été voir Sigmund Freud et qui lui aurait demandé « Alors, monsieur Freud, qu'est-ce que je dois faire pour être une bonne mère ?» Et Freud lui aurait répondu, tout ça n'est sûrement pas vrai, écoutez madame, faites ce que vous voulez, de toute façon, vous aurez tort. Donc voilà, moi j'ai offert à ma fille une enfance que j'aurais aimé avoir, je l'ai emmenée absolument tout le temps au théâtre, je l'ai emmenée en voyage avec moi quand je faisais des spectacles, je l'ai emmenée au Japon, à Singapour, à Hong Kong quand j'allais jouer. Voilà, je me suis beaucoup appliquée à la respecter, à l'écouter, à l'encourager. Et c'est l'éducation que vous aviez reçue, vous-même? Non. Par vos parents? Non. Pas du tout? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Mais ma mère écoutait beaucoup d'opéra, elle lisait beaucoup, donc j'étais quand même entourée de tout ça, qui m'a vraiment sauvé la vie, parce que je pense que quand même, l'art, c'est... Enfin, pour moi, pas que pour moi, mais c'est la meilleure part de nous-mêmes, et c'est quelque chose qui permet de... quand on crée, de sublimer, de transformer la souffrance, parce que là, quand même, une grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait de la souffrance? Moi, c'est quand même quelque chose qui me travaille depuis longtemps. Et en tout cas, avec la création, on peut transformer. Et vous avez beaucoup souffert? Ah oui. Bien sûr. J'ai beaucoup créé. Donc vous êtes une vraie résiliente. Ah, alors là, le truc de la résilience, chère Mireille Dumas, moi, je n'y crois pas. Ah. Je vous le dis franchement, moi, j'ai vraiment bien aimé les bouquins de Cyrulnik quand j'ai commencé à les lire, Le Vilain Petit Canard, Maria Callas et tout. Ouais, je dis, ah ouais, très, très bien. Et puis, au bout d'un moment, ça m'a saoulée. Je pense que quand on a vraiment vécu des trucs très durs, ça reste jusqu'à la fin de sa vie. Oui, mais on peut transformer. Et l'art peut venir à la rescousse. L'art vient à la rescousse, mais le cœur du truc, il reste intact. Ça, moi, je crois pas qu'on survive réellement au viol, pour être très très clair. Je crois pas qu'on survive aux maltraitances familiales. Je crois que c'est quelque chose qui reste toujours à vif. Je sais plus qui disait, on a toujours l'âge de son traumatisme. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois. Des choses qu'on a vécues, on les a vécues, elles restent imprimées dans son corps, dans sa tête, dans sa mémoire. Et après, je pense qu'on essaye de slalomer, quoi. Toute sa vie, on essaye de slalomer pour pas se prendre un poteau. Quoi qu'il en soit,
Vous rêviez d'être artiste? À quel moment Bah voilà, là comme ça. vous avez eu envie d'être artiste? Il n'y a pas eu un moment où j'ai eu envie d'être artiste. J'ai toujours voulu être artiste. Tout le temps. Ça, la question s'est jamais posée, en fait. Tu peux écrire une chanson de variété avec que des rimes et. Tu peux traverser tout Paris à vélo pour faire un tourniquet japonais. Avec ta gueule de travers, ça fait 30 ans que tu chantes ton unique tube à la télé. Parce qu'on est des femmes, elles peuvent tous aimer, et voilà. Je l'ai vu pour toi. Parce qu'on est des femmes, elles veulent nous aimer, et voilà. Et basta. Vous jouez Sagan, mais en même temps, vous jouez les Carolines aussi. Oui. Avec Caroline Montier. Oui, parce que d'abord, j'avais vraiment envie de m'amuser. J'avais vraiment envie de musical, parce que je peux parler aux gens, je vais dans la salle, je les taquine. Et c'est tellement gai, tellement chouette à faire. Donc, j'avais envie de faire un truc qui soit complètement à l'autre bout du spectre que le Sagan. En même temps, on a beaucoup d'autodérision. On fait ce spectacle. Caroline Montier, elle doit avoir 50 ans. Moi, j'en ai maintenant même plus que 60. Oui. Oui, non, bientôt 70. Oui, je vais avoir 69 ans dans quelques jours. Vous vous moquez de vous-même. Même du temps qui passe, de la vieillesse. Ben oui, on s'en amuse parce que franchement, c'est pas fun tous les jours, mais on s'en amuse et puis on avait envie de faire ce pied de nez justement à la vieillerie, de se mettre en mini-robe comme Zizi Jeanmaire et à montrer que, enfin c'est pas à montrer, c'est on a la patate quoi, on a envie de s'amuser, on a envie de faire les connes. Caroline, oui, le shaker, si c'est en rythme, sinon c'est pas joli. Non, c'est tchic. Ah oui, c'est que ça manque un peu de souplesse dans les articulations. Hein. En même temps, il y a un temps pour tout. Oui. C'est un rêve. Moi, Zizi Jeanmaire, c'est tout ce que j'aime. Le musical, c'est tout ce que j'aime. Je me suis dit, attends, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Oui, hein. C'était gonflé d'ailleurs de le faire maintenant, même. Bah oui, mais je préfère l'avoir fait maintenant que pas le faire du tout. Et puis en plus, c'est un vrai sujet quand même. Comment est-ce qu'on vit son âge? Moi, j'ai pas envie de vivre mes 69 ans comme un vieux crouton qui s'emmerde. J'ai envie de m'amuser, j'ai envie de faire des trucs qui me plaisent de plus en plus. En plus parce que l'heure tourne. Donc voilà, c'est le suprême plaisir qu'on peut se payer. Et puis je pense en plus que en vieillissant, avec le bout de la route dans le viseur, il y a je pense qu'il y a vraiment deux très gros écueils avec l'âge, c'est l'amertume et la nostalgie et l'ennui, ça en fait trois. Et la meilleure manière de pas être amer, c'est de continuer à créer, à essayer de fabriquer des trucs et d'être toujours les mains dans le moteur et d'avoir toujours envie de... Moi, j'ai envie de faire plein de spectacles, hein. J'aurais pas le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. Je suis vieille et je vous en... Avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. C'est notre... Enfin, en tout cas, c'est mon plus grand luxe. Et je pense que c'est notre plus grand luxe, c'est de partager des choses qui comptent vraiment, quoi. Qui sont pas des conneries de moi, succès. je vous trouve tellement épanouie, là. Faut pas se fier aux apparences, Mireille. On recommence l'entretien. En tout cas, une apparente sérénité. Ouais. Avec un volcan, certainement. Non, je suis pas sereine En du dessous, tout. Et je crois pas à la sérénité. Je pense pas que ça soit une valeur même enviable. Non, je pense qu'il faut avoir faim, faut avoir envie, faut être en manque, faut être désespéré, faut avoir envie de se pendre, Non, mais c'est ce qui fait peut-être la sérénité aussi. Peut-être. En tout cas, de vivre le moment présent. Voilà. C'est tout d'incarner, d'être dedans. Essayer d'être dans le moment présent. Voilà, c'est pas évident. C'est le travail d'une vie. C'est une très très belle conclusion. Oui, c'est une très belle conclusion. Merci. Merci Mireille. Merci Caroline. Merci Mireille. Merci beaucoup. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.